Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Faire un don ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Ici Michel Falardeau. Ici Cab. Pour le podcast L'artiste, le geek et l'otaku. Yeah! Hey, salut, cette semaine, très content. On est 5 autour de la table. Ça fait un petit bout que c'est pas arrivé, je pense. Ouais, ça fait un bout. Ça fait un bout. Je me rappelle même plus c'est quand. Fait que ça fait un bout. Il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste, entre guillemets, que présentement, surtout, pour vrai, puis ça fait longtemps, puis on dirait, je me dis de temps en temps, je veux le préciser, là, mais c'est le nom qu'on s'est donné, puis faussement, je l'assume, mais je l'assume vraiment parce que pas. officiellement, c'est pas Alex qui a donné ce nom-là, c'est nous autres qui a donné ce nom-là. Plus artisan bricoleur. En tout cas, bref. Yeah. Danny Lefebvre, notre geek, qui est là. Salut les amis. Émilie Garand, notre otaku. Allô. Puis, comme vous avez entendu en intro, deux BDistes, Cab et Michel Falardeau. Ça va bien, vous deux? Yes! Ça va super bien. Mais c'est le fun parce qu'en excuse-moi, Alex. Vas-y. En rentrant, vous jouiez à Towerfall puis Ascension. Que moi, j'aime beaucoup ce jeu-là, là. J'ai quand même joué, peut-être pas une cinquantaine d'heures, mais au moins une bonne 20, 30. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est parce que on s'entend que tu meurs souvent. Ouais, mais tu réapparais souvent aussi. Ouais. Là, c'est un fait, là, mais je veux dire, avant de passer le niveau, surtout à hard, là, l'extrême, comme tu dis. Moi, ça me faisait pogner les nerfs. Ah ouais? Ah ouais, je suis une fille vraiment pas patiente dans la vie, là, pis écoute, je suis vraiment pas bonne dans les jeux vidéo. Okay. Mon chum est comme, viens-t'en, on va jouer. Ok, c'est bon. Puis après 2-3 fois, je suis comme, fuck off, là. Mais ça, des fois, ça en fait exprès, elle me tuait, en plus, elle me nuisait, là. Ça fait, ça fait partie de la game. Ouais. Non, moi, j'étais assez patient. Genre, Caroline, elle m'a entendu dire une dernière game au moins 50 fois. Juste une dernière, là. Une dernière. Ouais, c'est jusqu'à genre 1h30 du matin, ouais, là. Puis là, on réussit, fait que, pourquoi pas jouer le prochain tableau? Fait que, non, c'est un cercle sans fin. Mais ça va pas la même affaire, tu sais, on voulait se coucher parce qu'elle travaillait le lendemain, puis là, on rushait, puis on finissait, on va en faire un dernier, mais tu sais, au début, c'est moi qui la poussais, puis à un moment donné, elle prend goût, fait que là, c'est elle qui va faire comme, on a juste un autre, puis moi, j'étais rendu écœuré, genre, ok, tu m'as dit oui 3 fois, je vais dire oui moi aussi, là, puis on se relance la balle, tu sais. Ouais. Mais dans le fond, quand tu dis que c'est un jeu où tu meurs souvent, c'est un peu à la Super Meat Boy, que tu meurs, tu reviens, tu recommences. Non, mais t'as un nombre de vies, par exemple, mais c'est juste que si tu joues en multiplayer, un round peut durer 5 secondes. Faut que tu tues les autres joueurs, fait que puis tout le monde se pitch dessus, là, fait que c'est vraiment le fun, mais même en single player, ça va quand même assez vite, là. J'ai pas l'extension. Mais non plus, puis c'est un but dans ma vie. Ouais. À chaque fois, je me dis que j'aurais l'acheter, puis je l'ai pas fait encore. Ouais. Le DLC? Ouais, il y a un DLC. C'est quoi, il y a plus de levels, plus de personnages? The Dark World. Ouais. Ça a l'air cool. Mais c'est ça, sinon, vous autres, dans la vie, vous êtes, BDistes. Ouais. Puis, les deux, vous travaillez, c'est vraiment pour l'UNAC ou c'est... des fois, je sais pas trop comment ça marche exactement. Non, on travaille pas pour, on travaille avec. OK. Ouais. Parce que c'est pas un employeur, un éditeur. Ouais, non, mais c'est ça. C'est cette partie-là, des fois, que c'est comme fou encore pour moi. C'est quoi, On le sait pas trop, par exemple. Je sais juste que c'est pas... un éditeur, c'est pas un employeur, c'est pas un dinosaure, c'est pas un char, mais je sais pas que c'est. C'est comme en parallèle. Ben, c'est un producteur de livres, là. Si on peut faire, je pense que c'est la façon la plus simple de décrire ça. C'est quelqu'un qui va te donner les moyens puis les fonds pour réaliser un livre parce qu'il croit en ton projet. S'occupe de la vente. S'occupe de la vente, de la promotion puis de la mise en marché. C'est plus une équipe, en fait. Il y a des systèmes d'éditeurs qui vont marcher un peu plus comme si c'était le patron, mais en général, il y a beaucoup d'éditeurs que sinon, on mène un produit à terme, puis nous autres, ça a l'air qu'on est bon dans les dessins, mais pas dans le reste. Fait que... on se débrouille pas pire. On se débrouille pas pire, mais je parle en général. Pour encadrer, pour justement côté promotion, administration. Faire des trucs qu'on sait même pas qu'ils existent dans la vie, là. Ouais, il y a toute, tu sais, il y a toute une structure de tu sais, à un moment donné, c'est bien beau faire un livre, mais il faut qu'il se retrouve sur des tablettes de librairie, tu sais. Ouais.
Fait que à la bonne place, à la sur bonne la bonne place, tablette, couverture visible. Ouais, il faut que les libraires aient le goût de l'acheter, puis faut qu'ils puissent l'acheter d'un entrepôt, tu sais, c'est niaiseux de même. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des auteurs. Moi, je suis quand même pas pire pour gérer ma carrière, les contrats, tout ça. Mais n'empêche que si je gérais tout, puis je faisais, genre, je m'auto-éditais, puis j'allais sur le terrain, ben finalement, je ferais un album aux 5 ans. Ouais. Parce que tout le temps les étapes, dans le fond, là. Ouais. Puis en même temps, quand tu fais tes dessins, tu veux pas penser, qu'est-ce que je vais faire pour le mettre en marché. Tu tout penser à ça en même temps que tu travailles. C'est pas très inspirant. Non, c'est ça. Ouais. Fait que, mais dans le fond, les idées, des concepts ou des histoires, c'est-tu eux qui, mettons, Lunac qui peut en emporter, c'est vous autres qui les apportez, puis eux autres qui acceptent ou pas le projet? Ouais. C'est nous autres. Il y a des maisons d'édition qui le font, là, les grosses, là, genre quand Millennium, les films sont sortis, là, en France, là, il y avait genre 8 séries sur Millennial. Ça fait rarement des gros succès. Parce que ça sent le coup pour faire de l'argent. Ça sent la commande. Ouais. Mais ici au Québec, on voit pas vraiment ça, là. Puis c'est les auteurs en général qui apportent leur... Mais il y a quand même des BD de commande. C'est pas de la moins bonne BD. Ben, c'est un autre contexte. Un peu comme justement, mettons, la BD que Jake est en train de faire, Iscariote, l'asile d'Iscariote. L'asile de Saint-Iscariote, C'est ça, ok, ouais. Que c'est une commande dans le fond. Ouais, c'est une commande. Mais tu sais, ils sont allés chercher un auteur qui avait un style puis qui avait une préférence vers ce style-là, tu sais, tu demanderais pas à Jake, mettons, de faire un spin-off des nombris, là, ça serait trash, là. Non, ça ferait cœur, hein? Mais dans le vrai sens du terme. Oui. En plus, c'était une de mes BD préférées quand j'étais jeune, les nombris. Ah, c'est full bon. C'est vraiment bon, les nombris. Je me rappelle juste du nom, mais je me rappelle pas. C'est des filles un peu secondaires, je pense, si je me rappelle bien. Là, j'imagine secondaire 5, à peu près, parce qu'ils sont très sexués pis tout, là. Ah ouais, les petits top à bedaine, on voit toutes les nombris. Ouais, c'est un peu pour ça que ça s'appelle. Puis plus ça avance, meilleur c'est, là. Ça arrête pas de devenir meilleur. Ah, c'était le fun. C'est un couple, hein, qui fait ces BD. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Mais c'est comment est-ce que vous êtes ramassé, dans le fond, à commencer à l'univers de la BD? Oh, ouais, ouh! On va loin, là. On va loin. En fait, depuis que j'étais enfant, moi, j'ai toujours pensé que j'allais faire... tu sais, j'ai déjà dit il y a 6 ans que j'allais faire de la bande dessinée. Puis après, pendant longtemps, j'ai dit que j'allais faire du dessin 3D. Je savais pas c'était quoi un ordinateur, mais genre, mon frère m'avait convaincu que tu pesais sur un piton. Ouais. Puis je trouvais ça génial, ça serait genre la chose, ça serait plus facile ça que jouer au Lego. Après j'ai été travailler parce que la bande dessinée c'était trop compliqué, il y avait pas internet, c'était même pas dans ma tête, je voulais jouer au basket de toute façon c'est quand même grand en plus. Ouais, mais les petits ils ont le droit d'être bons aussi. C'est pas l'inverse. Puis c'est ça en fait, moi au cégep, moi je me foutais de l'art, j'ai été pour jouer au basket puis finalement le basket m'a très déçu. Les vestiaires et tout, les hommes en général, les discussions de vestiaires. Et puis finalement, par défaut, j'étais en art plastique. Mes parents m'avaient obligé à aller étudier en art, ce qui est très rare. C'est rare, c'est ça j'allais dire. Je voulais m'inscrire en sciences peu, puis mon père il a fait, il en est pas question. Fait que j'ai été en art, puis j'ai lâché le basket, puis un univers s'est ouvert. Fait qu'en fait, rapidement, j'ai étudié en dessin animé après ça. J'ai travaillé 3-4 ans en dessin animé. J'aimais beaucoup ça, mais je détestais le fait d'être 50 à travailler sur le même projet, de me défoncer à faire des super animations pour des affaires débiles pour enfants de 3 ans. Et une année, le studio a fermé, puis j'ai fait comme fuck, je me lance en bande dessinée, je n'avais jamais fait, mais je me suis dit je sais dessiner, je sais tout faire. J'avais un très bon ego à l'époque. Et c'est parti de même. J'ai commencé à faire un projet, puis je l'ai présenté en Europe, puis c'est ça. C'était quoi le projet? Le premier, c'était Rocky Rocket. Ça, je pense que ça se trouve sur l'internet, mais ça se trouve pas en livre. Mais tout de suite après, un an après, j'ai fait Mertonville, mon deuxième essai, puis là, ça a été édité en Suisse. Ça me faisait j'ai ri à cause de l'affaire d'idée des bébés, parce que j'ai déjà eu comme à me lever qu'un enfant, puis Baby TV, là. Je sais pas si t'as déjà écouté ça. C'est débilisant, là. Je capotais, mais tu sais, elle trippait là-dessus, puis là, je l'écoutais tout le temps. Puis je comprenais pas pourquoi les enfants aimaient ça, là. J'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Mais genre les Teletubbies, là. Ah non, c'est à peu près ça, mais des fois, c'était juste absurde, là. Tu sais, il se passait des affaires, mais je comprenais puis il y a beaucoup de personnages qui parlent à la caméra, pis t'es comme, on n'est pas rendu à ce niveau d'intimité-là, tu sais. Pose-moi pas de questions, là. Puis des fois, c'est des animations de couleurs, puis comme des personnages en gouache qui se promènent, puis c'est juste, puis ils font juste des onomatopées, là, tu sais, des bruits, puis comme, aïe aïe.
Genre, ouais, c'est ça. Fait que quand t'as dit des affaires de bébés débiles, ça m'a fait rire. Ouais. Il y en a beaucoup à cette heure, des espèces d'émissions pour enfants que t'es comme, OK. Ça, Où est passé, passe partout, Ouais. genre. Non, ça revient, là. Ouais, doucement, par contre. Ben, ça rien, je veux dire. C'est pas encore tourné, là, mais je pense que le casting est même pas choisi. De quoi ça? Passe partout. Passe partout. Moi, je Ah prends- oui, c'est vrai. Je prendrais le casting de base, moi. Ouais. Ben, je suis pas sûr que... André, il est encore vivant? André, il fait qui? André, c'était le gars qui arrivait une fois par 5 épisodes, là, le frisé, là. C'était un ami de la gang, là. Il y avait André puis Julie, là, qui arrivait pas souvent. Ah, je me rappelle même pas. Moi, je sais juste que j'ai pris une photo avec Passe-Montagne. Ah. Puis j'étais vraiment fière. Mon père ressemble Moi, à je l'ai vu dans un bar boire tout seul. Ça a détruit mon enfance. là. Jacques malheureux. Dépressif, assis au bar. Mais pis toi, c'est arrivé comment Ben moi, je suis plus allée du côté des arts graphiques. J'ai un deck en graphisme. Puis tu sais, avant de dessiner des bonhommes, moi je faisais des logos de Nike là, comme dans mes agendas. Puis c'était important qu'ils se ressemblent. Puis je faisais des logos d'Adidas. Puis Full plate. ouais, mais tu sais, je voulais que ça se ressemble. Tu sais, je sais pas, je tripais là-dessus. Puis j'ai commencé à dessiner au secondaire quand j'ai commencé à me tenir avec Boom qui fait les Boomeries puis la petite révolution. Puis on habitait sur la même rue, puis j'ai commencé à me tenir avec elle. Puis tu sais, moi je dessinais un peu cartoon boboche là, tu sais, rien de malade là. Puis elle dessinait du manga, genre, puis je capotais. J'étais comme OK, next level là, genre j'ai vraiment capoté. Puis on s'est mis à jouer à FF7, ben je la regardais jouer à Final Fantasy VII, puis tu sais j'étais comme tout mon tu sais la genèse de où est-ce que je suis rendu dans la vie, on peut retracer ça à regarder ma chum jouer à FF7, puis j'étais comme OK, moi je vais dessiner des bonhommes avec des grands yeux pour lesquels je suis étrangement attirée, puis je peux pas dire pourquoi parce que j'ai 15 ans puis c'est weird un peu. Fait que là, j'ai commencé à dessiner vraiment comme une brute. On avait fait des sites web ensemble, c'était notre passe-temps. Elle a codé en HTML, genre sur Notepad, là, puis là, il y avait un site web, puis on mettait nos dessins, puis genre, je capotais ma vie. Puis au cégep, j'ai décidé d'aller étudier en graphisme parce que j'aimais le look du local d'ordinateur. C'est niaiseux de même, là. C'est quand même weird, parce que puis, c'est drôle, comme... Non, c'est ça. Ben, en fait, j'avais fait la visite du cégep, pis je m'étais un peu enfargée en dessin animé, parce que j'étais comme, that's the shit, tu sais, c'est ça que je veux faire. Puis le programme de dessin animé commençait au cégep du Vieux-Montréal. Pis j'étais comme, c'est vraiment cool, je pourrais dessiner des petits bonhommes toute la journée, pis gna gna gna, tu sais. Pis j'étais arrivée en graphisme, j'étais comme, ils ont des ordinateurs turquoise. C'est un bon argument. J'ai étudié là-dedans, c'est vraiment niaiseux. C'était aussi dans le temps des Mac, là, qui avait le dos de l'écran comme semi-translucide. Avec la ouais. Dès que tu dis sur quoi, je me doutais que c'était ça, là. Puis ce qui est le fun avec le programme de graphisme au Vieux, c'est qu'il y a beaucoup de cours d'art appliqués, tu sais, des beaux-arts, l'illustration puis tout. Puis j'étais comme, OK, moi dans la vie, j'aime pas mal plus dessiner des bonhommes que dessiner des logos, finalement, là. Puis après ça, j'ai commencé à avoir des jobs de bureau un peu no-name, là, un peu boboche. J'ai eu ma première job de graphisme qui était vraiment mise en page. Puis un peu à cette époque-là, Boom, elle avait fini son webcomic. Non, elle avait fini La Petite Révolution. Elle avait approché les éditions Front Froid, qui ont été... à l'époque, c'est Gauthier qui présidait, c'est le fondateur de Front Froid. Puis elle les a approchés, elle s'est fait éditer. Fait que là... T'étais en tabarnak. Oui, en fait, oui, j'étais comme, tu sais, j'ai eu une passe où ce que tout le monde était une compétition, puis ouais, ça arrive de même. Fait que j'ai commencé à me tenir avec eux autres parce qu'on, tu sais, il y avait les lancements, puis le début des conventions, puis tout, tu sais, puis je commençais à faire de l'illustration un petit peu plus sérieuse. Un petit peu plus tard, j'ai commencé le webcomic du Ver nucléaire, rendu à peu près à la moitié du projet quand, tu sais, j'avais commencé à avoir un petit following, puis tout, puis Gauthier était comme, bon, ben, c'est quand tu veux, hein, tu soumets ton projet à Front Froid, là, ça serait comme le temps, là. Puis là, je me trompe pas, il va être traduit en anglais, hein. Ouais, il sort au mois de mai en anglais aux cool, États-Unis. Ouais, c'est vraiment cool. Puis c'est ça, fait que de fil en aiguille, c'est ça, j'ai édité mon premier livre chez Lunac, puis c'était un concours pour d'édition dans le fond, puis le prix du concours, c'était un loyer d'1 an au studio Lunac, qui est un atelier d'artistes avec une quinzaine d'artistes. C'est des beaux studios. C'était-tu à même endroit où c'est là présentement? Ouais. Mais c'était différent, là. Moi, mais tu sais, c'est un studio d'artistes, fait que ça bouge toujours. Le mobilier se déplace. D'ailleurs, ça a bougé beaucoup dans la dernière année avant ton bureau, là. Ouais. Moi, j'ai tout changé de place, mais
Puis finalement, j'ai commencé à faire de la colo pour un autre projet chez Lunac. Puis de la coloration. Ouais, de la coloration, c'est ça. Prendre les dessins de l'artiste puis de m'occuper de la mise en couleur finalement là. Ouais. Puis un peu de la pré-presse puis des aspects techniques comme ça. Puis un moment donné, Michel il m'a dit au Festival de BD de Québec en face du musée. Je suis tombé du ciel. Ouais, tel un ange. Avec des chats, des Caroline. Puis là, je suis tombé, je me suis cassé une jambe. Ouais. Puis on est allé à l'hôpital, puis pendant qu'il était sa morphine, t'es comme j'ai besoin d'une coloriste. Puis là, j'étais comme ben là. C'était même pas vrai, mais en tout cas. Fait que là, ça fait quoi? Ça fait un an? Ça fait un an, à peu près. Un an qu'on travaille sur l'esprit du camp. Ouais. Puis là, qu'on essaye de le finir. Ah, le tome 2? Ouais, le tome 2. En passant, c'est juste... On n'essaye pas, là, on le finit. Ouais, non, c'est ça. Ça se passe très bien. Le tome 1, là, tu sais, quand je l'ai fini, là, j'avais pas à genre dire, bon, qu'est-ce que je fais dans le tome 2, là, ça a tout été écrit il y a 2 ans et demi. Avant que tu commences même le tome 1. Ouais, c'était supposé être juste un livre, c'est juste que, vu le marché québécois, on disait, on peut offrir 2 livres de 100 pages, puis faire durer le buzz, puis tu sais, les gens faut pas penser qu'ils se font crosser pour un livre de 20 piastres à 100 pages. 100 pages, c'est une bonne BD, là. Ouais. Plein de couleurs, surtout, là. C'est... Ouais. Avec plein de belles filles. Ouais. C'est important. C'est un argument de vente. Mais ça, en plus, l'esprit du camp, justement, es-tu une vidéo qui a déjà fait des camps de vacances étant plus jeune? Es-tu une inspiration, toi? OK. Mais j'ai juste fait une semaine puis ça a pas rapport. J'étais arrivé au camp de vacances qui était au village d'à côté de chez nous. Je viens du bois, vraiment. Je viens du Témiscouata. Puis les moniteurs, ils demandent à tout le monde, vous venez d'où? Puis tout le monde venait de la ville, Montréal, tout ça. Puis moi, je dis Notre-Dame-du-Lac, ils font, qu'est-ce que tu crées ici? Genre, tu sais, la seule différence d'être chez nous ou dans le camp de vacances, c'est que chez nous, je fais les mêmes choses, mais je suis pas entouré de plein d'enfants. Ouais. Fait que ça a été finalement un super formateur de pas de parents pendant une semaine, tu fais toutes sortes d'activités, puis tu sais, je voulais rester une semaine de plus. Mais autrement, la forêt, c'est pas fait comme waouh, c'est ça un boulot. Mais ouais, fait que je me suis inspiré. Il y a juste 2 scènes qui sont vraiment du vécu. OK. Ah ouais? Ouais, il y a 2 scènes qui sont du vécu. La scène dans le chapitre 2 qui s'appelle Envie de chien. Ah oui, qui a sorti Etchi. Ouais, ça m'a pris 4 jours. Et la scène de douche que tout le monde crie tout nu, c'était pas le moniteur qui voulait pas se mettre tout nu, c'était moi parce que je gardais mon costume de bain puis il en était pas question. Puis oui, j'ai eu droit donc à plein d'enfants qui crient tout nu. Tout nu. C'est hot. Ben, c'est hot. C'est hot là, c'est pas hot il y a longtemps. Et il y a de quoi de spécial, je l'ai pas mis, mais j'ai été au centre du livre de Rimouski, fait qu'il y avait plein de gens qui avaient déjà été au camp Baselé. Puis il y en a qui m'ont arrivé, ils disent, c'est-tu vrai que les poignées de douche, ils donnaient des chocs électriques? Puis j'ai fait, oui. Je sais pas pourquoi, il y avait juste la douche du moniteur qui pouvait contrôler les autres, tu pognais des chocs électriques. Mais c'est quand même weird d'avoir des chocs électriques dans une zone d'eau, là. Ouais. Ça veut dire que les fils proches comme ça veut dire qu'il y a passent dans la plomberie. On les essayait, là. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait pu mourir. Mais donne des chocs électriques, genre juste de la statique ou vraiment? Non, tu faisais ben là, j'ai fait un geste qu'on sait pas c'est quoi. Imaginez-moi que mes cheveux sont dans les airs. Qu'on voit ton squelette. Oui. Genre dans au melon, c'est ça, j'imagine. Ouais. Genre Blanca, là, dans Street Fighter. Un référent plus obscur pour certaines personnes, là, mais... On vous aime pas, vous autres. Ouais. C'est vrai, tu sais, dans la trentaine, quelqu'un va dire Blanca, on sait c'est qui, mais dis ça à quelqu'un qui a 20 ans, pour vrai, des fois, ils sont comme... Ben, il y a encore des Street Fighter. Oui, mais ils sont moins populaires. Ouais, ok. C'est moins culture générale, Street Fighter, là. C'est un peu plus niche à ce temps. Je suis très triste. Ouais, je t'apprends ça. Je vais arrêter le podcast. Un petit moment de recueillement. Une minute de silence pour Blanca. Mais... Moi, j'ai une question pour Cab. Oui. Tu dis que t'as commencé à aimer le dessin par les mangas. C'est quel qui t'a accroché le plus? Ben... Bonne tu sais, j'étais quand même assez, j'avais quoi, 14-15 ans, puis tu sais, ça existait pas, là, tu sais, il y avait pas de séries animées, manga, hormis les séries comme franco-japonaises, genre Les Trois Mousquetaires, puis c'est bon, ça. Ben, il y en avait plein, mais on savait pas. Il y en avait plein, mais... Puis c'était pas typiquement, je veux dire, c'était souvent des reprises de grands classiques. Ouais. Européens. Tu sais, c'était pas les codes du manga qu'on connaît aujourd'hui, tu sais, puis je veux dire, la première vraie série animée
qui est arrivé moderne, c'était genre Pokémon puis Digimon en même temps, là. Dragon Ball. Que j'ai Dragon Ball, Sailor Moon. Mais ça passait pas vraiment à télé. Dragon Ball, oui, passait c'était à ça a pas rapport, ça passait à 6h du matin à TQS. Oui, puis je me levais juste pour ça, Ben, moi, une année, j'avais 15 ans, puis je vois ça, puis je fais, c'est quoi, ça a l'air bon, puis j'ai pogné l'épisode le plus violent possible, je fais, comment ça pue? Genre, tu sais, ils savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de passer, là, parce qu'à 6h du matin, c'est les enfants de 3-4 ans qui se lèvent, là. Ouais. Si tu prends la tonne d'intro en français, puis tu vois la scène violente, Ça a Dragon Ball Z, je connais par cœur. c'est mauvais. C'est mauvais. Mais c'est ça, puis tu sais, il y avait pas vraiment de librairie où c'est impossible d'avoir de la merch, tu sais, c'était comme cette culture-là était vraiment pas arrivée en Amérique du Nord parce que avant Internet, mais tu sais, il y avait plein d'artistes manga amateurs, tu sais qui pas des artistes japonais mais des artistes nord-américains ou peu importe qui dessinaient dans ce style-là. Puis moi je me suis vraiment beaucoup alimentée de ça, mais sinon tu sais, il fallait aller au Valet de Cœur sur Mont-Royal, sur Saint-Denis pour aller feuilleter les mangas, mais tu sais, à 15 piastres, le numéro, quand t'as pas d'argent de poche, tu ménages, là. Ouais. Mais tu sais, j'ai commencé avec des Kenshin. Boom, elle avait acheté le artbook d'Evangelion, tu sais, puis on l'a tellement regardé qu'il est usé, quasiment, là. Puis tu sais, mais j'ai jamais été une grande acheteuse de manga. Je trouve que c'est vraiment cher, là, tu sais, pour ton petit livre. Il faut acheter les box sets une fois que les séries sont finies, là, c'est ridicule. Ça revient à 3 pièces le manga. Ouais. Ou quand t'as une cousine qui est fanatique finie pis qu'elle a tout acheté, fait que tu y en prends. Ouais, voisine, pis elle a genre à peu près 8 bibliothèques pleines. De manga. Ouais, il y avait pas ça, tu sais, dans mon entourage. C'était, tu sais, au secondaire, le monde disait que je faisais des petits bonhommes chinois, là. Tu sais, c'était l'étendue des connaissances. Ah non, si on était fan de manga quand on était jeune, oublie ça, là. On passait pour les weird de l'école, là. Ben, même les super-héros, c'est la même affaire, là. Tu sais, le Batman à l'école, t'étais la pire merde ever. Aujourd'hui, t'es cool, là, mais... Que tu parlais de Sakura chasseuse de cartes au secondaire puis tu regardais tout en disant oh mon dieu, je l'écoutais à Télétoon, là. Oui, c'était tellement bon. Ils ont recommencé la série en passant. Pour vrai? Ils sont revenus. Ah ouais? Ouais, parce que dans le fond Clamp, c'est un univers. Puis ils ont fait plein d'univers là-dedans qui se mergent un peu. Puis là, ça commençait avec Sakura chasseuse de cartes, ça a été avec Tsubasa Reservoir Chronicles, ça a continué avec XXXolic, puis là ça revient avec Sakura. OK. Ça va mourir avec XXX. C'est toi l'otaku, là, hein? Ouais. C'est pas moi, puis c'est pas Alex. Non, clairement pas. Moi, je suis le pire de la gamme. Mais puis les animations, là, le manga est recommencé, puis l'animation est datée de juillet 2018. C'est-tu beau? C'est super beau. OK, parce que si c'est pas beau, moi, je l'écouterai pas. Non, vraiment beau, Sakura, ça a fait vraiment Ah, je l'ai réécouté en tant qu'adulte, là, tu sais, je pense que je l'ai réécouté l'année passée au complet. Non, mais c'est tellement pur, c'est tellement beau, tout le monde est tout content, puis ils ont des émotions, puis j'étais comme, c'est pas cynique, c'est pas... c'est tout cute, mais c'est ça qui est cool, parce que Sakura, c'est comme l'innocence de Clamp. Ouais. Tsubasa, c'est genre la complexité de Clamp. XXXolic, c'est le dark. Fait que tu sais, ils ont Chobits aussi, c'est dans le même univers. Chobits aussi, c'est dans le même univers que eux autres, c'est plus technologie. C'est des bonhommes avec des grandes jambes. Oui, tout le temps. Des bonhommes, tu sais, qui ont 12 têtes, là, dans un corps, là, pis t'es comme, comment? Clamp sont vraiment portés justement, avec ça. Tubatus, ou XXXolic ou Tubatus m'avait écouté, pis les personnages, je les regardais pis j'étais comme... Non, XXXolic. 2 cm de corps pis... Hey, Yuko, là, c'est comme, tu regardes pis t'es comme, ok, c'est impossible d'être grande de même, là. Imagine quelqu'un qui arrive de même dans la vraie vie, là. Il se cogne la tête sur le plafond, là. Ben, moi, je mesure 6 pieds. J'ai décidé de faire XXXolic, de faire Yuko dans une convention. Puis tout le monde me disait que je l'avais bien parce que j'étais grande. Tu sais, puis je portais des talons en plus. Fait que, tu sais, mais ils sont tous faits de même. Mais les shoujo, en général, ça va être des J'ai dû en dessiner, émuler le style pour une série que je fais dans Curium. Okay. C'est 2 filles qui jouent tout le temps à genre... ils jouent à Si on était. Fait que si on était dans un manga et tout, puis ils virent en Magical Girl, puis ça a fait la malade. tête, minuscule corps et des pattes à n'en plus finir, puis c'était très drôle, très très drôle à dessiner. Ben c'est vraiment le shoujo, c'est un univers. Puis là ils ont fait un live action sur Netflix d'un shoujo qui a été écrit, puis là les personnages sont faits vraiment sur la manière qui a été filmée. Tu vois, ils sont tous grands slim, il y a pas rien de c'est vrai que ils les ont modifiés par ordi. Non, ils ont juste plans de caméra puis ils ont pris du monde fait comme ça. OK. Tu sais que le personnage principal, on dirait qu'il a genre 8 pieds de jambes, là. Et que je pourrais pas être casté dans ces affaires. Je pourrais être casté dans Ranma.
Ah, ben ouais. Le pire, tantôt, j'ai eu peur, parce que j'ai dit, j'ai eu le goût de dessiner des personnages avec des grands yeux. J'avais peur, tu me dis, j'avais le goût de dessiner des Popeyes, parce que, à cause de leur fucking bras. Non, mais moi, je faisais des fan art, là, genre, ado, là, tu sais, de Cloud. Je mettais des paroles de Sarah McLachlan à côté. Parce que, tu sais, que j'avais des émotions, là. Ah oui, ça, j'ai un coffre noir chez nous avec mes premiers sketchbooks que je ne montre que sous l'effet de beaucoup d'alcool, là. Mais c'est la boîte des horreurs, genre, pis il y a vraiment pas grand monde qui ont vu ce qu'il y a là-dedans, mais bon, ben on sait ce qu'on fait à soir. Ouais. Ça serait le temps de faire un premier podcast filmé, live, c'est le temps, là. Ouais, c'est le temps, là. Oh, man, on la saoule, on y paye des shots. Ouais. Tu sais, c'est des fan art au Prismacolor, tu sais, parce que j'avais pas de scanner, pas de Photoshop, pas d'ordi. Oh! Ah, c'est excellent. C'est vraiment mais d'ailleurs, parlant de ça, vous aimez-tu mieux travailler numérique à tablette ou en physique avec... Les deux. Tout le temps les deux. À couleur, c'est sûr, c'est ordi, mais le reste, je vais toujours préférer quand même à la main. OK. Même si là, je fais l'ancrage à l'ordi, là, ça me manque... tu sais, ça se transforme en d'autres choses. Je pense pas que tu perds vraiment de quoi, mais je suis pas capable d'émuler mon vrai trait. Puis je pense que ça va faire ça de temps en temps, à chaque projet, de changer un peu la méthode pour... Selon le projet aussi, là. Selon le résultat voulu, puis... Ben non, vu que je fais mes sketchs toujours à la main encore, puis non, c'est ça. Mais où c'est venu ton idée de ta BD du camp de jour? Après le domaine Grilloire, ça s'est passé plus ou moins bien avec les éditeurs et tout. J'ai décidé j'ai dit à Gauthier, là, je m'en vais dans mes valeurs sûres. Là. Je m'en vais en région dans le temps. J'avais fait French Kiss 1986 avant. Ça avait full pogné. Puis là, je dis, bon, les années 90, des vrais ados, puis on parle full de la musique grunge de l'époque, le métal. Ouais, il y a beaucoup de références urbaines, là. Ouais, il y a quand même beaucoup. Ben, c'est les âges. En plus, me semble, à cet âge-là, là, c'est full important d'identifier les groupes. Puis, non, c'est ça, j'avais juste goût de faire parler des enfants, dire les pires atrocités à des enfants, puis de faire la vie de tous les jours avec des moniteurs, monitrices qui s'endurent pas, puis ou qui viennent à... Qui développent des relations. Ouais. Puis, je voulais parler... je voulais parler du coup de foudre en amitié. J'ai été chanceux, je n'ai eu beaucoup dans ma vie, puis ça existe, je vous le dis. Ouais. Puis en fait, il y a beaucoup de thèmes que j'ai pas eu le temps d'achever dans le domaine Grilloire, parce que la série a été écourtée, puis on dirait que sans le savoir, j'ai été les terminer dans cette série-là. Moi, une chose qui m'a beaucoup fait rire, oui, les petites filles un peu vulgaires, là. Ouais. Mais sinon, les explications des termes québécois. Ouais. C'est vraiment drôle, pour vrai. Il y en a des essais. Au début de chaque chapitre. Ouais. Ça a été long avant qu'on se décide. Ça a été la dernière chose faite dans la BD, parce que justement, ma série d'avant, il y a eu parfois des très mauvaises critiques à cause qu'il y avait pas de lexique. Puis j'étais comme, ben voyons, quand j'avais fait French Kiss, c'était full bien reçu par les Français, puis ça parlait vraiment québécois. Mais vu que c'était comme une BD plus figée dans le temps, ça marchait, alors qu'une BD contemporaine, on dirait que ça marche plus. Ils veulent nous voir avec des haches puis ils veulent pas nous voir à Montréal en ville aujourd'hui parler tout croche. Fait qu'avec cette BD-là, j'ai pas pris de chance, puis c'était pas vrai qu'on allait mettre des notes de bas de page, ni une référence à la fin. Je voulais que tu commences par ça, fait que t'es offré en tête, puis fait que quand il arrive, ben soit que tu retournes ou tu t'en souviens. C'est ça, ouais. Puis le but, c'était de faire des jokes, parce que là, on commençait à tout expliquer, là. Ben, tu sais, c'est un peu des blagues aussi, l'explication. Là. Ça paraît dans l'écriture que tu le dis pour faire rire, là. Ouais. Puis c'est full de fun, ça a vraiment été apprécié en France, puis au Québec aussi, fait que... Ouais, ça a été noté souvent, là. C'est quelque chose qui revient souvent dans les critiques, tu sais, puis... Mais c'est une attention bien apportée de la bonne façon. Mais tu sais, je comprends parfaitement. Nous autres, on est habitués avec le français parce qu'on a grandi avec ça à TV, partout en musique. Mais pas eux autres. Puis des fois, il y a des mots qu'on s'attend même pas. Tu sais, des boules... Il y a souvent le mot boule dans ma BD, mais non, des boules, c'est pas ça pour eux autres. Ouais. Même chose avec les gosses aussi, là, comme classique. Je trouve que ça, c'est le plus drôle de la gang, parce que c'est tellement deux opposés qui peuvent amener des phrases assez... fait que... Non, même des faits tu sais, fac. Puis là, c'est ça. Moi, j'ai décidé que je faisais plus de compromis, fait qu'il va y avoir des lexiques dans mes livres à cette heure. Puis, par curiosité, pourquoi qu'elle se ramasse avec toutes des Russes? Parce que je trouvais ça fucking drôle. En fait, ça part de... J'étais avec c'est quoi son nom d'auteur à Whimsy, là? Il change tout le temps de nom. Fred. Fred, mais il signe pas Fred.
Fredon, c'est ça? Ah ouais, c'est Fredon. Ben, c'est ça. Je le connais depuis très longtemps, puis avant qu'on fasse la BD, on voulait faire des petits recueils, tout ça, puis qu'on n'a jamais fait. Puis j'avais un grand concept que c'était un prof de karaté qui avait 30 petits roues. Puis insupportable, puis c'était juste ça. J'avais pas plus de... je trouvais juste ça drôle, je me dis... Puis j'ai ça du passé, 20 ans plus tard, j'ai fait ma gang de roues. Je trouvais ça drôle. C'est la revanche des roues, en fait. Tantôt, tu disais que tu descendais du ciel, là, j'imagine, c'est un peu imagé, là, on s'entend. Ben, on s'entend, là. Je pense pas qu'il a loué une grue, puis genre avec un harnais, puis ça aurait été drôle, là. Mais... Je veux dire, vous êtes comment collaborer pour cette BD-là? C'est moi qui l'ai choisi parce qu'elle savait pas avant. Okay. Quelle belle explication. Non, je pouvais pas faire la coloration parce que je viendrais de finir le tome 1 là à ce moment-ci. Okay. C'est trop long. Puis elle est full bonne. Puis on avait déjà des projets d'essayer de travailler ensemble, mais d'une façon plus complète, c'est-à-dire scénario, dessin, couleurs, tout partager ça. Et mais je trouve que ça a été une bonne façon de casser la glace. Mm-hmm. Parce que j'avais une discussion un brouhaha avec toi, avec Cab, puis Olivier Carpentier. Ouais. Tu sais que choisir un coloriste pour une BD, c'est une grosse job parce que justement pour Far Out, il avait choisi quelqu'un finalement, ça n'était pas nécessairement son goût, il l'a fait lui-même finalement. Puis t'sais, une BD te change les couleurs, ça change toute la BD au complet. Ouais, ça change l'ambiance, l'univers. Exactement. Puis il y a des gens qui se rendent pas compte du travail derrière ça. Ah non, il y a un gros travail derrière ça. C'est un travail, c'est une étape un peu méconnue dans notre marché. Vu qu'on est un peu à la bordure entre les États-Unis puis la France. L'idée des coloristes, c'est vraiment un concept américain quand ils travaillent en équipe. T'as le penciler, t'as l'encreur, t'as le coloriste, t'as le gars qui fait le lettrage. T'sais. Mais ici, je pense qu'on est habitué au concept de quand tu fais le dessin, tu fais ta couleur. C'est de base, là, mais quand on rentre dans des pleines couleurs, t'as pas le choix. Là. C'est ça, tu sais, puis il y a Jake qui est en train de le faire. Il le fait tout seul, je pense. Ouais, Jake. Ouais. Mais moi aussi, je fais ma couleur tout seul, mais comme tu sais, techniquement, l'Esprit du camp, c'est un livre quand même qui est assez complexe. C'est un livre tu sais, c'est plein de couleurs avec des ombrages, c'est pas des aplats, c'est pas stylisé, t'sais. Ben oui, c'est stylisé, mais il y a un souci d'émuler la réalité, tu sais. Faut que un après-midi ensoleillé ressemble à un après-midi ensoleillé, tu sais. Fait que c'est de la job en crisse, là. Puis je peux comprendre de pas vouloir faire ça comme tout seul, là. Alors, pis pour vrai, c'est une belle BD. Tu sais, outre l'histoire, là, juste visuellement, là, c'est vraiment une belle BD, là. Ouais, merci. Merci. J'ai commencé à la lire un matin parce qu'Alex il avait piqué la BD, puis j'ai fait OK, mais j'ai lu le chapitre 1. OK. Ben moi un peu le chapitre 2. OK. C'est parce qu'en fond, moi, je l'avais acheté au Comic-Con. Oui. Puis le lendemain, j'étais venu te voir, puis je l'avais déjà lu, tu sais. Puis là, ben, tu sais, je l'ai prêté à Alex. Fin de semaine passée. Puis j'ai comme été ultra débordé toute la semaine. J'ai pas eu le temps de passer chez vous ou quand ça donnait. Tout était couché, toi tu travaillais. Fait que j'ai juste eu le temps de la ramener. C'est correct, j'ai lu le chapitre 1, là. Au moins, je sais c'est qui les personnages. Alex me l'a ramené hier à 11h, à peu près le soir, là. Fait que tu sais. Il chante une tune de Black Sabbath. Ben oui. Ah! En français. Ouais. En français. Personne n'a deviné la deuxième tune, c'était quel groupe? J'ai pas rendu là. J'ai pas. Ça fait 6 mois, je l'ai lu. Elle est encore plus dark, puis mais ça a été un de mes fun fous, parce que la tune de Black Sabbath, je l'ai traduit le mieux que je peux, mais que ça rime encore. Ouais. Puis qu'il y a le même nombre de pieds. Ouais. Fait qu'on peut la chanter littéralement puis ça fit. Ouais, puis la deuxième tune aussi, mais bon, je vous la chanterai pas parce que c'est... Non, c'est good, puis je vais essayer de trouver c'est quoi. On va t'écrire après puis on va dire les trucs finalement. Ouais. Mais tantôt, parce que là, tu sais, je parlais de la beauté de la BD, puis tantôt aussi, tu sais, quand vous parliez de Sakura, tu disais c'est-tu beau, si c'est pas beau, je l'écouterai pas. Ouais. C'est quoi l'importance du visuel versus l'histoire dans une BD pour vous autres? Ben, je veux dire, une BD peut être magnifique puis être très 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 ennuyante, puis ça je pense que en tout cas personnellement moi je trouve que c'est la règle numéro 1 là, genre une BD magnifique ennuyante, tu lis pas ça c'est vraiment du gaspillage quasiment là. Si tu te rends compte que t'es en train de lire une BD puis que t'es pas investi dans l'histoire, what's the point là. Ouais. Mais tu sais c'est sûr que c'est attrayant, tu sais, t'as une belle BD avec
des belles couvertures, puis tu sais. Moi je me méfie. Quand c'est trop beau, je me méfie. Ouais. À ce temps, je les achète plus. Je me suis tellement fait avoir souvent, là. Moi, j'imagine d'avoir des bonnes critiques de monde qui disent, tu devrais vraiment lire ça. Mais souvent, puis tu sais, c'est qu'avec le temps, puis plus tu lis, une belle BD peut prendre il peut avoir bien des définitions de c'est quoi une belle BD. Ouais, non, c'est sûr, parce qu'il va avoir, ça dépend du style aussi, des fois, parce que le style, peut être plus brut, mais il va avec l'histoire. Tu sais, il y en a plein en France qu'on voit, là, des BD, hyper réalistes, faites avec, tu sais, la vie, de l'aquarelle. C'est incroyablement beau. Moi, ça m'attire pas trop, même si je trouve ça, tu sais, c'est joli. Techniquement, c'est beau, mais là, c'est impressionnant. Comme This One Summer, fait par les cousines Tamaki, je veux dire, j'ouvre ça, c'est en noir et blanc, il y a même pas, je pense, de teinte de gris. Puis, je veux dire, en même temps, je mange 4 uppercuts d'en face, puis pour moi, c'est la plus grande dessinatrice de l'univers, là. Mais on n'a pas toutes les mêmes définitions. Non, mais c'est sûr, les goûts, c'est personnel, là. C'est quoi l'album de Robert Lee O'Malley, là, qu'il a fait après Scott Pilgrim, là? De restaurant. Brian Lee O'Malley. C'est pas Robert. Ben voilà. C'est Seconds. Seconds. Tu sais, c'est des dessins un peu inspirés manga, des tout petits personnages, mais quand je check le visuel, pour moi, ces plans de caméra, ces décors, les expressions des personnages, j'appelle ça une BD parfaite. Oui. Mais c'est ça, c'est une autre définition. Ça aussi, la mise en couleur a été prise en charge par quelqu'un d'autre, puis la couleur fait honneur au dessin, tu sais. Il y a rien de pire qu'une couleur qui handicape le dessin, ça arrive souvent, là, puis tu sais, je pense que ça arrive beaucoup en comic book où ce qu'il faut produire à la chaîne, puis aimes-tu ça, mettre des reflets sur leur soute? Tout le monde a l'air d'être fait en la même matière, c'est-à-dire du plastique huilé, tu sais. Ouais, c'est vrai. Tout reflète la lumière. Tu peux te peigner en checkant à travers la cuisse d'un super-héros. Ben, ça dépend qui traite, mettons, la BD, hein, parce qu'il y en a qui non, mais souvent oui. Ouais. Non, j'ai mes séries de comic book américains qu'il y en a qui n'ont pas, mais des fois, quand je vois ça tout le monde, c'est comme, Superman descend du ciel puis tu peux te voir dans son chest, là. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est weird. Mais tu sais, des fois, trop c'est comme pas assez, là, puis les Américains aiment ça en mettre trop, là. Mais c'est un côté, souvent c'est des séries qui vont des fois un peu plus viser les adolescents. Là. Je veux dire, quand j'étais ado, j'ai vu des séries comme Crimson où, je trouvais ça mongol, c'était les plus beaux visuels de tous les temps, puis j'ai les ouvre à ça, puis je trouve ça épouvantablement laid. Mais je pense qu'il y a un petit truc fast-food qui fait que ça t'accroche puis tu deviens obsédé par ça. Puis tu sais, ça a l'air, tu sais, c'est ultra rendu, pis ça a l'air d'être très très complexe à réaliser, mais une fois que tu connais les techniques, là, comme la coloration, là, ils vont genre au gros trait, là. Tu sais, c'est comme, c'est vite, c'est rapide, les effets, il y a tous des codes, pis tu sais. Fait que tu sais, c'est comme, quel job de couleur impressionnante. Pas tant que ça, là. Y a pas tant de choix artistique que ça. C'est comme, on beurre épais, tu sais. C'est fun à savoir parce que le lecteur moyen, mais c'est parce que moi je travaille pas en BD, puis tu vois des belles images, il y aurait beaucoup de travail, mais tu sais, vous autres, vous voyez les codes au travers, là, c'est plus facile à détecter. Ça peut nuire. Ouais, c'est vrai, ça peut nuire à l'expérience de lecteur. Ouais. Par curiosité, c'est quoi l'étape de la BD qui est la plus grosse charge de travail? Ben l'affaire la plus longue, c'est de la dessiner. OK, ouais. Mais c'est pas la plus exigeante. Moi, on en parlait, je pense que le storyboard, c'est l'affaire la plus exigeante. Ça brûle parce que là, tu tombes dans la mathématique. Ouais, que tout se suive bien. Ouais, ça peut être très rapide, mais c'est brûlant au bout. Puis scénario, ça peut être... Ça doit dépendre d'une histoire à l'autre, à quel point l'histoire t'inspire ou que tu y penses. Ben, si ton histoire t'inspire pas, t'es mieux de passer à une autre. Je veux dire, non, mais sans dire que tu travailles sur une histoire qui t'inspire pas, ben, c'est sûr que des fois, il y a des histoires qui doivent sortir comme, j'ai juste le mot diarrhée, c'est pas ça, je veux dire, mais comme un flux constant, c'est pas mieux, mais en tout cas. Oui, je comprends. Ça sort comme l'histoire te vient tout seul. Alors qu'il y en a d'autres qui peuvent t'arriver avec, j'ai presque tout, mais il y a un bloc qui me manque, puis je sais pas comment faire twister ça. En scénario, c'est bien rare que ça vient comme d'une shot, tu sais, puis c'est le fun d'avoir le luxe de pouvoir écrire pendant longtemps parce que, tu sais, mettons, t'as une scène en tête, pis là, t'es comme, OK, comment je vais me faire pour me rendre à ça? Pis là, tu y penses plus ou moins, la vie arrive, pis là, à un moment donné, tu t'installes pour écrire, tu penses à autre chose, à un moment donné, tu marches dans la rue pis t'es comme, je l'ai, tu sais. Fait que c'est pas
C'est pas constant, genre c'est très dur s'asseoir puis dire je vais pondre une histoire du début à la fin. Puis tu peux vraiment souvent revenir en arrière. Ouais. Moi pour celle-là, je pense que ça a été 2 mois et demi à temps plein pour le scénario. Puis le chapitre 3 qui s'appelle Guérilla Banana. J'adore mes noms de chapitres. Ouais. Et, à base, dans la première version finale, c'était la fête des monstres, puis ça avait aucun rapport. Puis une minute, j'ai fait, bon, ce 22 pages-là, aux poubelles, on recommence, puis... Ouais, tu vois, moi, je suis en train de faire le storyboard pour Hiver 3, puis je suis encore en train de changer mon scénario, tu sais. Mais c'est l'affaire, c'est la BD, ce que je trouve vraiment cool, là, c'est que il y a tellement plein de petits détails à différentes étapes qui peuvent avoir un impact sur le feeling de l'histoire. Tu sais, autant même les cases, comment tu vas décider de faire tes cases, des pleines pages, ou de faire des cases vraiment carrées, tout alignées, des croix. Tu sais, je sais pas c'est quoi exactement les termes, là, mais il y a plusieurs type de mise en page possible, là, de décider de faire une case verticale qui prend toute la page, après ça, mettons 3 cases à côté. Mais c'est un choix artistique, tu sais, puis ça influence le rythme de lecture, ça influence la composition de la page, faut y penser, tu sais, il y a du monde qui font du gaufrier, c'est-à-dire genre 9 cases de la même grandeur, il y a le strip, il y a du monde qui ont des grilles déjà toutes faites. Ça dépend vraiment là avec quoi t'es plus à l'aise aussi là. Il y en a qui font n'importe quoi. Il y en a qui font n'importe quoi. Moi je fais du n'importe quoi. C'est ça j'allais te dire. Vous autres, c'est quoi votre Ouais, c'est le scénario qui va le dire, puis après c'est vu que vous avez remarqué comment mes personnages sont volubiles, c'est fait des beaux casse-têtes pour faire rentrer ça dans une page puis que ça fit. Ouais, faut prendre ça en considération, tu sais c'est de la mise en page d'une certaine façon, là, faut être un petit peu graphiste mais tu sais avec un autre état d'esprit là, faut que tu fasses fitter du texte puis de l'image, fait qu'essentiellement c'est de la mise en page. Mais tu vois moi je fais ça tu sais moi j'étais un petit peu plus novice là, fait que j'étais allé avec une méthode sûre, c'est que j'ai trois rangées puis il y a toujours 3 strips dans une page à moins que je fasse des pleines pages, des sauts de chapitres. Puis après ça, ben moi je coupe comme ça. C'est comme c'est sécurisant, c'est la méthode. Peut-être que dans le futur, je vais faire des mises en page, je vais faire des storyboards plus éclatés, mais pour le moment, c'est ça. Puis le format de la page aussi va influencer. Tu sais, mettons, si tu fais du manga, ben là, c'est petit, fait que tu mets moins de cases. Si tu fais du franco-belge, c'est des grands albums cartonnés, ben là, tu peux te gâter. Tu peux mettre plus de cases ou pas. C'est un choix. C'est vrai que les mangas, le format, là, il est pas gros, là, tu peux pas... En plus, les personnages sont grands. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça fit en case? Mais moi, j'avais une question parce que moi, j'écoute beaucoup d'animations japonaises qui parlent des mangaka. Puis, je voulais savoir si c'est pareil pour un BDiste. Avez-vous une date limite que vous devez remettre un œuvre? Ouais, mais c'est pas comme eux autres. On se tue pas à l'ouvrage puis genre on meurt en faisant pipi là. Ben, ça doit dépendre d'un contrat à l'autre aussi des fois. Ouais. Mais il y a toujours une période où ce que tu rushes. Ouais. Ça c'est inévitable. Ben, je pense juste à la dernière fois parce que moi j'ai visité souvent le studio Lunac parce que j'aidais les mystérieux à bâtir leur studio. De la raison aussi pourquoi je disais tantôt que ton bureau a déménagé et qu'on l'a sali. Oui, beaucoup. Désolé. Ça valait la peine. Mais tu sais, c'est parce que ça, c'est arrivé des bouts justement quand on en a parlé en plus dans l'épisode avec Cindy, ou on va en parler dans l'épisode avec Cindy plus tard parce que on sait pas dans quel ordre on va sortir les 2 épisodes qu'on a enregistrés aujourd'hui. Parce que justement Olivier travaillait sur la BD de Victor de Juste pour rire, puis c'est ça justement, je l'ai vu, je pense qu'il dormait quasiment au studio Lunac là pour finir son deadline là, il était tout le temps là puis t'as un manga, tu sais, ils l'ont sur leur calendrier puis tu vois l'intensité en disant il me reste 3 jours. Puis il y a la syndrome de la page blanche, fait que là il capote puis ben il y a des impératifs, tu sais, je veux dire il y a des étapes de production qui sont décidées quand même à l'avance puis qu'on peut plus vraiment changer, comme tu sais tu bookes ton imprimeur. Mettons, on part toujours, tu sais, de la date de sortie puis on fait un rétro-planning, tu sais, c'est comme, bon, la date de sortie, le temps d'arriver en entrepôt, l'impression, tu sais, puis après ça, c'est ça qui te donne mon deadline. Mais c'est vrai que c'est un bon point, ça, parce que c'est vrai que c'est plus facile de le faire comme en rétro-planning, parce que tu te dis, bon, ben, mettons, le 30 juin, faut que ça soit rendu à l'impression. Bon, ben, c'est quoi que j'ai de besoin avant? Bon, ben, 2 semaines avant, faut voir que ça soit fini. Après ça, 1 semaine avant, ça prend 1 semaine pour faire ça. Fait que c'est vrai que j'avais jamais arrêté à penser à ça, mais c'est vrai que c'est plus intelligent de le voir comme ça. Au Québec, mais en tout cas, dans notre milieu, il y a des dates en littérature qu'il faut pas manquer, tu sais, tu sors pas un livre au milieu de l'été parce que c'est mort. Fait qu'on vise soit nous autres on avait visé les vacances scolaires.
Sinon, c'est la Genre la rentrée. relâche? Ouais. Non, les vacances d'été. Ah, ok. Mais tu sais, pardon, le sortir vraiment juste avant que l'été commence. Ouais, ok, genre comme début juin, fin mai. Ouais. Puis ça permettait d'avoir un buzz aussi à la rentrée scolaire. Ouais. Fait que, Sinon, tu sais, il y a plein de dates comme ça. Puis des fois, ça arrive qu'on se synchronise avec des événements de BD. Parce que c'est le fun d'annoncer une BD qui va être en primeur dans un événement. Les gens se déplacent. Puis ça, c'est super important, tu sais. Moi, j'ai essayé de faire mes sorties avec des Comic-Con ou avec des festivals de BD. Salon du livre, exemple. Salon du livre, ouais. Fait que faut que c'est un peu ça ton deadline ultime, tu sais. C'est comme, tu peux choisir une date dans le vide, mais il y a une stratégie de marketing qui est bien là, de respecter. C'est ça peut dépendre tout le temps du projet, du type de projet aussi, de quand tu vas l'annoncer, parce que là, ça me faisait penser justement à Julien Paris-Sorel qui travaille dans une galaxie, que là, ils l'ont annoncé à l'avance, mais au Shawicon, justement. Mais tu sais, lui... là, c'est pas pareil. Non, c'est ça, tu sais, lui, il travaille avec une équipe, fait que je pense qu'il est un peu tributaire des horaires des autres, fait que... Mais tu sais, dans notre cas, on avait une date idéale, puis on a tout fait pour y arriver. Là. Vous dépendez juste de vous, mais officiellement. Plus tu niaises, moins t'as d'argent. Ouais. Essentiellement. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue, vu de même. Ouais, c'est... Ouais, j'aime ça, cette phrase. C'est applicable à bien des affaires. Bon, mais c'est ça, mais en même temps, tu sais, c'est toi qui fais ton produit, fait que tu sais. Ben oui, veux pas, c'est comme travailleur autonome un peu. T'es travailleur autonome. Juste un peu. Mais ça doit être spécial aussi la première fois que tu sors en librairie puis que tu vois ta BD dans un rack ou dans une tablette ou non, c'est parce que ça devient un achievement là, je veux dire c'est comme c'est un produit final là, puis c'est toi qui a fini ça. Puis là, tu tasses tous les autres livres, tu tasses l'Astérix, tu montes ton livre, puis là, tu dis à ta mère dans sa ville qu'elle fasse la même chose. Non? Ben non, la première fois, je me souviens plus trop, mais je sais que c'était Space, là. En fait, j'avais été en festival en France, puis j'étais arrivé au festival, puis il y a quelqu'un qui voulait me faire signer mon livre. C'était la première fois à vie, puis j'ai dit, je peux-tu le regarder? Puis j'avais pas vu mon livre encore, fait que je suis parti dans un coin checker mon livre. Ah, c'était cool. Ouais, parce qu'ils ont avant que le Québec en France. Fait que ça a été ma première fois de pleurer à chaudes larmes en regardant mon dessin. Non, il y a rien de plus trippant que quand la palette de livres arrive au studio là. La boîte là. Non, c'est des palettes c'est des palettes, c'est plein de boîtes, puis là tu shakes là. Puis on le sait quand la livraison s'en vient là, puis genre là, tu trouves toutes les erreurs. Ouais, ben des fois tu ris, des fois tu brailles. Moi les deux me sont arrivés là. Les erreurs d'impression. Les erreurs d'impression, tu trouves une coquille ou des choses que t'as pas vu passer. Que t'as dessiné puis que là t'es comme merde, t'as oublié d'effacer un trait qui passe qui dépasse d'en face. On a fait un marathon à gang pour trouver les erreurs de l'esprit du camp là, puis ça a reporté à la sortie, puis je l'ai lu il y a pas longtemps cette semaine, je sais pas pourquoi. Là, je voulais voir si c'était encore bon. J'ai trouvé plein d'erreurs de nous autres encore, genre une bulle qui a pas de couleur, ben qui est pas blanche jusqu'au bout. Là, ok, ouais, pas fini colorier, mettons. En même temps, moi, je me suis pas trop attardé à ça. Je pense que c'est toi en tant que créateur, tu dois plus faire non, le monde va voir ça, mais pour vrai, je pense que les gens s'en rendent. Ben, tu sais, quand tu lis pour vrai une BD, tu sais, t'accordes peut-être un tiers de seconde à l'image, là. Tu sais, on saute de texte en texte, puis l'œil le voit quand même à travers ça, là. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, ma mère, j'ai essayé d'expliquer que, tu sais, elle lit le texte, après, elle regarde l'image, puis elle analyse toute l'image attentivement. Tu sais, elle passe 5 secondes par case. Je suis comme, tu peux pas trouver mes livres plates, là. C'est pas même que ça se lit, là. C'est vrai que, en même temps, je sais pas si t'as lu beaucoup de romans, mais si t'es habitué aux romans, pis les BD, t'es pas habitué, c'est un beat à apprendre aussi. Ouais, c'est un muscle qui se travaille, là, la lecture de BD, là. Moi, j'en consomme beaucoup, là, mais au Québec, ça fait juste 1 an, je pense, que j'ai commencé à en lire, puis j'ai découvert un nouvel univers parce que je connaissais pas beaucoup la BD québécoise, puis je suis vraiment content de l'avoir découvert, justement. Parce il y en a de la bonne, hein? Oui, c'est ça. Qui est pas assez connu, en fait, aussi, je trouve. Ouais, c'est ça. De plus en plus, mais je pense de plus en plus, mais tu sais, je pense juste, exemple, tu sais, surtout des magasins, peut-être plus de régions, j'imagine, mais je pense juste au Volt, qui est un magasin à Valleyfield, de BD, où qu'on reste, qui est un magasin de BD, mais il y a zéro visibilité pour la BD québécoise. Puis ça, j'en ai déjà parlé avec le propriétaire. Puis, tu sais, lui, il dit, ça se vendra pas. Je suis comme, moi, mais tu le sais pas tant que t'essaies pas d'en vendre, puis tant que t'essaies pas d'en promouvoir. Il faut qu'il fasse un petit test qui fit avec son, tu sais, qui sait tu sais, un bon livre qui sait qu'il pourrait vendre à ses clients, qui essaye avec 1, 2, puis finalement, qui fait venir un auteur.
Ben oui. C'est comme ça que ça commence, là, puis... Ben, c'est ça, il y a un travail aussi de la part du distributeur, du diffuseur, tu sais, toutes les intervenants dans la chaîne du livre travaillent ultimement pour que des livres soient mis en vitrine, tu sais. Tout le monde veut sa part du marché. Si le libraire la veut pas, il la veut pas. Ouais, mais si le libraire le connaît pas, des fois ça arrive, les libraires, ils passent pas leur journée à écumer les nouveautés, puis c'est correct, là, ils ont des business à gérer, mais... T'sais, l'éditeur aussi travaille de la promotion, puis vous voyez ce qui est sorti. Vous retournez à Valleyfield la soir? Ouais. J'ai 5 cagoules, on va y casser les jambes. Ouais, Mais le pire, c'est parce que pour vrai, il connaît zéro la culture québécoise dans tous les domaines. Ouais. On parle d'humoriste, il connaît personne, il connaît pas les téléromans, il connaît fuck all. Fait que je pense que c'est pas juste la BD, là, c'est en tant que tel, c'est qu'il... On va en ouvrir une, nous autres. Il écoute-tu votre podcast? Non. Moi, il m'a dit que, il a déjà essayé de l'écouter, il m'a dit, vous devriez le scripter. Scripter, Chris, on reçoit du monde pour les gens entre eux. Regarde, au cas qu'il écoute, là, on arrive. On s'en va. On connaît bien, en plus. Puis je trouve que justement la BD québécoise, elle a une teinte, elle a une texture, tu sais, pas nécessairement une texture, c'est pas vraiment un bon mot, une norme. Je veux dire, c'est différent, c'est une entité, puis c'est ça. Ce qui est le fun, c'est que depuis à peu près 15 ans, tu sais, il y a toujours eu des exceptions, mais il y a une nouvelle génération d'auteurs, d'autrices qui sont en train de s'approprier, de se donner le droit de faire de la science-fiction, du fantastique québécois. Parce que, tu sais, moi, avec Mertonville, j'avais fait ça au début des années 2000, c'était des super-héros, puis je me sentais fake, là. C'était comme si j'avais pas le droit, là. Ouais. Puis finalement, ça a full marché, les gens ont aimé ça, puis tu sais, à cet âge, je ne fais que ça, parce que c'est pas trop mon trip, moi, d'être dans le drame pur et dur, puis je dis, Chris, on a le droit d'avoir de la science-fiction ici aussi, là. C'est drôle parce que mon ami qui est auteur m'a dit la même affaire. Je sais pas si tu connais Mélanie Gosselin. Elle a écrit Jackie Salaberry, puis un roman, là, c'est pas une BDiste, mais elle me dit exactement la même affaire. Elle dit j'avais peur d'écrire parce qu'elle c'est plus steampunk un peu là, puis elle a dit j'avais peur d'écrire. Elle dit j'avais tellement peur de sortir mon livre puis que le monde dise OK, c'est une copie conforme de tout ce qu'on voit. Ah, moi je pense dans les 10 prochaines années là, ça va exploser. Ah, c'est fou là, puis là elle commence déjà un autre roman parce que sa poignée est incroyable là. C'est pendant que le pont Mercier se faisait construire. OK. Puis c'est l'histoire d'un travailleur qui était là, puis un peu de magie. Ça se passe plus magie steampunk, par exemple, mais c'est historique, mais fantastique. Ouais, c'est ça, puis c'est vraiment bon. Puis elle a du talent, puis tu sais, elle avait peur de sortir son livre en premier, elle l'a gardé pour elle. Mais il y a beaucoup de stigmates autour de la littérature de genre, puis que ce soit de la BD ou du livre, là. Un petit peu moins avec le cinéma, parce que, tu sais, avec les films de super-héros qu'on reçoit à pelleter, on commence à accepter les codes de la sci-fi puis du fantastique, tu sais. Fait que je pense que ça ouvre la porte à des auteurs en littérature pour faire comme, hey, tu sais, c'est legit de la sci-fi, là. Si l'histoire est bonne, là. Mais l'affaire, c'est que on n'a pas de Manhattan. On n'a pas ce gros bassin. Tu sais, je veux dire, à Montréal, il y a pas un... Spider-Man pourrait pas se promener ses buildings à Montréal, il faudrait qu'il descende dans la rue, puis fait que il faut s'approprier certaines choses, mais les adapter à tu sais, ça fait dessus avec l'hiver, ça fait dessus avec qui qu'on est en tant que Québécois, puis un coup tu le sens bien, tu peux faire n'importe quoi, mais c'est juste de pas copier. C'est ça. C'est ça. Quelque chose. On se tourne beaucoup vers les États-Unis pour la science-fiction surtout là. Puis tu sais, les codes de sci-fi, eux autres, ils ont adapté selon leur culture puis leur démographique, puis c'est correct. Mais tu sais, nous autres, on n'est pas obligés de faire la même affaire, là. Mais on a une autre réalité, fait que... Juste faire à Montréal avec des belles rues, c'est de la science-fiction, là. Tu sais, y a-tu des projets, des fois, que vous avez pas encore réalisé, mais que vous avez tout le temps en arrière de la tête? Que vous dites, un jour, je veux tellement faire ça, mais je suis pas prêt à... Dans mon ordi, j'ai compté le nombre de projets que j'ai, puis l'année passée, j'ai dépassé le 100 dossiers différents de projets potentiels. Fait que c'est... il faut bien choisir. Puis tu sais, ce qui est le pire, là, ce que je veux faire, là, après, dans quelques mois, quand je vais avoir terminé l'Esprit du Camp 2, ils sont même pas là-dedans, puis j'hésite entre 6 projets, là. C'est un grand problème. Il faut plus de mains. Sans aller spécifique, ça serait quoi un peu les thématiques en lesquelles ça va de tous les bords, tous les côtés. Je voudrais faire du strip à l'américaine façon Snoopy, qui serait à propos d'une gang qui ont un club
qui font juste parler de musique grunge. Ils font des règles, puis ils se battent contre les autres styles de musique. C'est très absurde. Sinon, un truc Magical Mysteries, ça, non, à la Scooby-Doo, mais vraiment pour adultes. Ah, cool. Trash pis tout, puis qui a vraiment des vrais fantômes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai un truc à propos, je voudrais faire une trilogie à propos des arcades, qui aurait full de fantastique aussi. Pas de cool, fait ça. que là, je suis tout en train de me faire voler mes idées, là. On coupe ça. Non, mais pour ça, mieux, je peux le couper. non, ça me dérange pas pantoute. Je vais la faire mais de toute façon, Je vais la faire de toute façon, c'est juste des idées floues, c'est même pas du concret. Tu trouves ça flou? Oui, c'est non. Tu te l'as fait dire, hein? Non, je veux pas dire c'est c'est vraiment juste des petites idées, tu sais, je veux dire, tu rentres pas dans le détail de genre tel personnage, puis il fait ci, ça. Ouais. Elle gagne à la fin. Yeah! Compte banque. Oui. Ben, ça se passe dans une arcade, ça. C'est correct. Ouais. Cool. Puis toi, Cam? Oh man, moi je suis dans la nostalgie. Tu sais, quand je disais que je dessinais ado, tu finis par te faire des personnages. Là. Je pense que c'est très typique des gens qui ont consommé du manga, puis qui ont beaucoup trop d'imagination, puis pas assez d'amis. Puis tu sais, j'ai commencé à dessiner la même gang au secondaire. Puis là, je commence un webcomic comme 17 ans plus tard. Là. Inspiré de ces personnages-là que t'avais créés. Ouais. Puis ça fait, tu sais, j'ai jamais arrêté de les dessiner. Là. C'est probablement, tu sais, c'est des thèmes. Là, tu sais, c'est vraiment comme. Puis là, finalement, j'ai fini un scénario, chose que j'avais jamais réussi à faire vraiment, parce que j'étais juste pas bonne en storytelling. Tu sais, ça s'apprend. Ça vient avec le temps. Là. Ouais. Puis là, j'ai un projet de webcomic. Tu sais, moi je voulais faire ça dans mes temps libres là, comme si telle chose existait, mais finalement je me suis venue à l'évidence que c'était un vrai projet sérieux, fallait que je prenne ça comme un projet sérieux. Puis maintenant que j'ai un scénario, c'est comme c'est ça que je fais. Okay. Je vais finir Hiver 3, puis je vais essayer de le partir en parallèle. Puis je vais voir où ce que ça va mener. J'ai pas de plan d'édition, je veux le faire en anglais. Mais maintenant que j'ai un pied dans le marché américain, qui sait? Mais justement, Hiver, tu sais, sans spoiler les auditeurs, en parler un peu de la prémisse ou du synopsis un peu de cet univers-là, qui est quand même intéressant. Ben, c'est quand même assez simple. C'est ça se passe à Montréal en 2020, en 2030. Puis il y a eu un accident nucléaire dans une centrale fictive à Pointe-aux-Trembles qui déclenche un hiver perpétuel et radioactif. Fait que dont le nom hiver nucléaire. Ouais, c'est littéralement ça là, ouais. Je veux dire si tu fais abstraction du fait que c'est très très glauque un hiver nucléaire dans la réalité là. Mais de façon imagée, ouais, c'est ça, c'est l'histoire d'une fille qui se promène en skidoo parce que c'est le fun de dessiner des skidoo, puis comme ça je serais pas obligée de dessiner des chars. Puis c'est ça, le monde a des mutations. Puis comme tu dis, c'est un sujet très glauque, mais c'est quand même super coloré comme BD aussi. Ah, c'est une comédie, tu sais, moi je décris ça comme une comédie de science-fiction, c'est pas du post-apo. Parce que comme prémisse, t'aurais pu tellement aller ailleurs avec ça, ça aurait pu être super dark là. Ben Temps mort, la web série avait fait quelque chose de similaire, mais tu sais sans l'aspect radioactif, ils ont fait comme une panne de courant puis un hiver perpétuel sur Montréal, tu sais. Puis je me fais souvent comparer, mais je suis comme ben moi c'est drôle. C'est ça la différence. En même temps, tu sais, c'est difficile d'avoir une idée que personne d'autre a déjà faite là ou similaire. Tu sais, il y a tellement de choses qui sortent par année là. C'est sûr, tu vas faire comparer éventuellement quelque chose. Ouais, non, tu sais c'est correct là. Ben oui. Ça me non, puis de toute façon, toutes les idées sont un peu dans l'air, puis c'est possible aussi que des fois deux personnes ont la même idée semblable. Mais si t'écris des tu sais mettons de la science-fiction de spéculation qui se passe proche de notre époque, tu sais c'est comme tu sais en ce moment on peut s'attendre à voir beaucoup de récits de sci-fi, de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle, puis ces choses-là, parce qu'on anticipe, tu sais, on anticipe ces technologies-là. Fait que pour quelqu'un qui veut écrire de la sci-fi d'actualité, je pense que c'est pas mal ça, là. Ouais. Juste Black Mirror, entre autres. Là, ouais, Black Mirror le fait super bien. Ouais, c'est ça. Que j'ai hâte à la saison 4, justement. Ah, sort quand déjà? À ma fête! 29 décembre, 6 épisodes. Pour ça, je m'en rappelle, celle-là. C'est que ça me traumatise, moi, cette série. Pour vrai, t'écouter. Je suis bien trop anxieuse pour écouter ça, là. Ah, c'est fou, là. C'est tellement proche de notre réalité. C'est ça, j'allais dire, c'est à la limite entre la fiction et la réalité qui
C'est comme de la projection de la réalité. Ah, moi, c'est juste l'épisode où ils se mettent le truc, là, pis qu'ils s'en aillent dans un monde virtuel parce qu'ils vont mourir, là, ou je sais pas quoi, là. Ah, oui, San Junipero. C'est ça, exact. Ah, ça me fait bugger ben raide. J'ai fait ça, pis j'étais comme, ok, peut-être qu'on vit déjà dans ce monde-là, là, pis que... on n'est pas dans la matrice. Non, c'est ça, oui. là, c'est ça. On sait pas. C'est ce qu'ils veulent qu'on pense. On le sait plus. On le sait plus. Non, mais ça a déjà été prouvé, la matrice, que c'est par des scientifiques qui peuvent pas de prouver que c'est impossible, mais que c'est une possibilité réelle, tu sais, que soit l'intelligence virtuelle. Là. Selon les lois de la physique puis de l'infinité de l'univers, ouais, ça se peut, là. Ça fait peur. C'est malade, là. Moi, je trouve ça cool. Bon, c'est sûr que c'est cool. Tant que quand tu meurs, c'est juste genre, bon, quel game je joue après? Ouais, c'est pas genre... Non, pour vrai, moi, c'est ça. C'est une série qui te fait réfléchir des fois aussi. Tu sais, comme justement à San Junipero, que je me demandais, jouerais-tu là-dedans? Oui, je pense que oui. Tu peux être immortel dans un sens, mais c'est weird, hein? Ouais. Tu sais, moi, c'est quelque chose... Autant que ça a l'air cool, l'immortalité, autant que ça fait peur. Ça fait tellement longtemps que t'existes, tu dois être blasé, là. Déjà que j'ai 30 ans pis je suis blasé à ce fuck, Ouais, mais ils inventent des jeux, des univers virtuels tout en plus trippants. C'est ça. Ouais, je sais bien. C'est pas pareil, là. C'est pas la vraie vie, là. Là-dedans, tout pas vrai, mais quand t'es encore conscient, un crime, tu gardes les mêmes pensées, là. Ouais, je sais, mais t'es pas dans le même genre d'univers, ça doit être plus contrôlé. Je sais pas. Je pense que c'est pour ça qu'on écrit des histoires, en tant que créateur. C'est comme, pour se donner, un petit taste de c'est quoi, là. Ouais. C'est vrai, pareil, parce que tu peux un peu te transposer dans tes personnages pis tu vis autre chose, là. Fait que toi, t'es quand même une fille dans un camp de vacances en ce moment, Michel. Oui, je sais. Ouais, tu sais. C'est clair. Puis ton 2, il est pour quand, là? On veut le sortir l'été prochain. J'ai pris un peu de retard cet automne, mais ça devrait sortir soit au début de l'été, sinon à la rentrée scolaire. Non, c'est quand même chouette. Puis il sort en anglais aussi l'année prochaine. Oh, c'est vrai. Ouais, Nice. il va chez Top Shelf. Ça va s'appeler comment? Ça va s'appeler Cam Spirit. Non, j'ai aucune idée. j'ai pas d'idée encore. Il est dur à traduire. Ouais. Mais c'est ça, j'allais dire, dans le fond, c'est-tu quelque chose de stressant? C'est comme toi, t'as Hiver nucléaire qui va être traduit. De faire confiance à un traducteur qui va traduire ton histoire. Ben, moi, j'ai un peu triché parce que le webcomic, je le sortais en anglais aussi. Fait qu'il existe une version anglaise du premier, pas du deuxième. Mais tu sais, c'est une traduction que je faisais, 10 minutes avant la mise en ligne, là. Fait que moi, je traduisais l'anglais, le français, je mettais ça sur les internets, merci, bonsoir. Mais ils ont fait une job de peaufinage. De peaufinage qui était, mon Dieu, très, 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 très nécessaire, là. Ah, ok. Tu sais, je me débrouille en anglais, mais tu sais, c'est pas pareil traduire ton propre stock que de le faire lire par quelqu'un d'autre. Puis ils ont fait une super bonne job, tu sais. Je lisais leur traduction, tu sais, puis ben en contexte, je lisais l'épreuve de traduction. Puis des fois je me mettais à rire, j'étais comme hey, ça c'est un esti de bon signe là. Tu sais les phrases sont naturelles, c'est snappy l'anglais, tu sais, puis c'est comme c'est un peu plus baveux des fois là. C'est comme c'est plus direct. Ouais, c'est plus direct, c'est comme c'est fucking parfait là. C'est sûr que tout le côté genre parler familier québécois et puis là. Ouais, mais l'important c'est que l'histoire soit comprenable, tu sais. Puis que la traduction elle suive le flow de l'histoire. Là. Ouais. Sinon au cinéma les amis, avez-vous des inspirations? Au cinéma. Des inspirations. Ça peut arriver. Je pense que Arrival, c'est la dernière fois que j'ai eu un vraiment coup de cœur, là, que ça me donnait le goût de faire exactement la même histoire. Ça me fait chier. Mais en BD, genre? Ouais, ben, tu sais, quand il y a de quoi de trop bon, tu lis de quoi de trop bon, tu vois un trop bon film. Moi, ça me fait chier parce que là, j'ai full le goût d'écrire, puis je me rends compte qu'il faut que je prenne un break de 2 semaines parce que je vais juste faire une copie pâle. Ça l'avait fait aussi avec, comment ça s'appelle, le film avec, Mary-Elizabeth Winstead, puis, voyons, Cloverfield. Oui. Cloverfield 2. Le Cloverfield Lane. Ouais. Très bon film. Moi, j'ai capoté ce film-là, ben raide. Mais je comprends un peu comment tu sens. Je sais pas de BD, mais tu sais, vu que je faisais beaucoup de jeux de rôle, quand j'écoutais des très bons films, j'avais le goût de faire une game dans ce genre d'univers. Ouais. Puis je me retenais parce que mes amis ils seraient tannés, là, on changerait de game à tous les 3 semaines. Là. Fait que je les ai brassés de même, là. Ah ouais. Ça a commencé dans Schlag, ça s'est transporté dans un monde médiéval fantastique, puis là, ils viennent de se réveiller dans un camp quelque part au lac Saint-Jean. Quel jeu que vous jouez? Donjon version Falardo. Ah, ok.
Donjon version Falardo, c'est malade. 5e édition. Non, mais c'est vrai que les joueurs, ça fait voyager. Moi, j'adore ça, là. Puis là, tu dis D&D, mais ça rappelle, genre, mettons, parce que Rift, c'est un univers où tu changes dans l'époque, là. Je pensais que c'était plus ça que Non. Mais je te dirais, le cinéma m'influence pas tant que ça. Moi, c'est la musique. Ah, ben oui. Vraiment, la musique est mon moteur, là. Ouais. Mais justement, aimeriez-vous ça, des fois, être approché pour faire une version BD d'un projet existant, que ce soit... justement, je pense, exemple, à Turbo Kid, mettons, de Jake, que Jake a fait. Si c'est bien payant, oui. Des commandes, il faut que ça soit payant. Ouais. Mais, oui, c'est sûr que... Moi, je serais game de faire Harry Potter. Ben oui. Mais tu sais, je travaillerais pour les 15 prochaines années là-dessus, fait que ça serait... Il y en aurait de la BD là-dedans. J'avoue que c'est ça, par exemple, ça c'est l'autre côté, que quand tu deviens pas dépendant, mais prisonnier d'un projet. Ouais. Ça peut devenir un peu lassant, j'imagine. C'est une belle maison, mais t'es triste en dedans. Non, mais c'est pas nécessairement que t'es triste. Si t'aimes le projet, c'est cool, mais à un moment donné, même si t'aimes le projet, puis ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans que tu fais juste ça. Tu peux rien faire à un moment donné, mais c'est qu'après, ça peut être dur de te réadapter ou de te réadapter parce que les gens vont trop t'identifier, mais tu sais, il y a pas vraiment de règles. En France, on voit beaucoup ça. Des auteurs qui ont fait ça toute leur vie. Moi, je serais très malheureux. Déjà, là, ça va être super bon la suite, mais je suis vraiment écœuré de travailler dessus, là. J'ai besoin, là, de renouveler, changer le dessin, changer le ton, changer... Parce que mon idée, mettons, pour les gens, j'ai attendu, mettons, 1 an, 6 mois pour lire la suite, mais toi, t'as travaillé 2 ans et demi sur le projet. Puis tu sais, les gags pis tout, là, moi, chaque gag, je me l'ai répété 200 fois dans la tête, fait il est pas drôle. Non, c'est ça. J'avoue que tu ris plus. À part si quelqu'un traduit en anglais puis il fait une bonne job. Ouais, non, mais moi aussi, ça m'est arrivé aussi, puis c'est vrai que c'est le fun de le lire en anglais après. Surtout que c'est pas toi qui le traduit, c'est ça qui est drôle. Ouais. Tu réapprends à voir ton histoire. Ouais, ça doit être j'avoue, tu revois ton histoire dans l'œil de quelqu'un d'autre de comment est-ce qu'il le formule un peu. Ouais, puis le langage, ça influence aussi beaucoup le mood, là, c'est vraiment cool. Y a-tu des œuvres que vous avez, toi, t'as été va être traduit, puis là, il y a l'esprit du camp. Y a-tu d'autres œuvres que vous avez aimé ça qui soient traduites? Ou c'est trop vieux? C'est trop, Moi, j'en ai pas d'autres, fait que ça règle le problème. French Kiss 1986, j'aimerais ça parce que c'est un peu un sujet qui touche tout le monde, peu importe la culture. C'est intemporel aussi. Mais il est un petit peu plus gauche au niveau du dessin, il est en noir et blanc, mais je me dis, si ça va bien les choses aux États-Unis, ça se peut que je le propose. Non, Je pense ça coûte rien d'essayer. Ouais. Non, après c'est le temps puis trouver des traducteurs là, mais ça se pourrait que si ça se passe bien, je le propose ensuite là. Oh, bonne chance. Merci. Je te souhaite. Puis en plus tu parlais de super-héros québécois, mettons montréalais. Moi là, j'ai commencé à penser à ma tête puis j'étais comme pour adapter ici, ça serait quoi un super-héros de Montréal? Ben, je veux dire... sans voler dans le ciel. Pis je pense qu'on oublie l'aspect cap puis voler, là, il faut... Si ça, tu serais à voir ben raide. Ça serait pas cool, pour vrai, ça serait juste pas cool. Non, ça serait pas cool, fait que... Tu sais, j'imagine plus un Rorschach. Un Rorschach. C'est quoi un Rorschach? Un Rorschach, c'est... Dans Watchmen. Le gars qui a le masque, là, qui... Tu sais, quelqu'un qui se promène dans la rue. C'est un détective puis il est violent. Ah, ok. Moi, je verrais un robineux. Why not? Un super-héros un super-héros sans-abri. caché, genre. Ben là, tu sais, Hancock, tant qu'à ça. Ouais, c'est ça. Non, ben là, wow. Tu sais, les histoires de vigilantes, que ça se passe à ça a pas besoin d'être à New York gritty puis sombre, là. Je veux dire, il y a du crime à Montréal, là. Les styles de Ninja Turtle, genre, qui vivent dans les égouts de Montréal. Ça serait des c'est mouettes. toutes des bonnes prémices, là. Interprété par Rémi Gérard. Et voilà. Pas le choix. C'est des mouettes, là. Pigeons. Teenage Mutant Pigeon. Non, mais sans être des mutants, là. Ça peut être du monde, pis... Son cap, pis il y a des bandeaux. Et voilà. Non, mais il y a peut-être de quoi faire aussi avec le souterrain de Montréal. Mais tu sais, c'est parce que le métro, il y a un autre métro, je pense, en dessous, qui avait déjà construit au début, puis que finalement, ils l'ont monté parce que c'était trop profond. Ça, j'avais entendu parler de ça. Je vais aller me renseigner. Ouais, je pense. J'espère que c'est peut-être une légende urbaine, mais c'est vrai, c'est cool. Tu peux faire quelque chose avec ça. Ouais, qui disait qu'il avait été trop profond, fait que ça allait mal pour rejoindre les lignes un dans l'autre, là, tu sais, Fait qu'il avait monté, fait qu'il y a des catacombes de métro dans le fond. Wow, avec des substances qui peuvent te modifier génétiquement. Wow, je veux ça. Finalement, ça serait malade. Dans un an, il y a une BD qui sort là-dessus. Ça, je vais dire, hey! C'est ça, je pense qu'on a le droit, de s'approprier notre ville, tu sais, je veux dire, la saga Bulle, ça se passe à Québec, puis il y a plein de BD qui commencent à se passer dans des lieux qu'on connaît. Mais c'est le fun aussi. Puis tu sais, quand tu y penses, genre,
on s'en crisse tu un peu que Spider-Man ça soit à Manhattan, tu sais, ça aurait pu être, je sais pas moi, à Boston, je veux dire, c'est comme... Manhattan, ils ont leur quota, là. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent. Les Avengers, les X-Men, Spider-Man sont toutes là. Chris, il y a tant de crimes que ils se voient jamais. Ils se voient jamais. Non, c'est ça, à part des crossovers, mais en général, ils se croisent jamais. Tu sais, je pense pas que, en tout cas, peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais je pense pas que quand tu dessines 8 pages de Spider-Man qui se promènent à travers Manhattan, t'es comme, c'est ce building-là, c'est comme, tu sais, la véracité de l'architecture pis, tu sais, de la ville, c'est comme, on s'en crisse un peu, là, c'est juste des grands buildings, tu sais. Rendu là, ça pourrait être dans une ville inventée, c'est juste, tu sais, Manhattan, c'est un concept de grosse ville, point, là, ça a pas besoin d'être là, tu sais, fait que, je pense qu'on peut faire comme fuck that, ça se passe à Baltimore, tu sais. Non, c'est vrai que tu pourrais faire ça à peu près n'importe où, là. J'ai juste avoir un flash que je trouvais juste ça con à cause que, à un moment donné, il y avait un film, c'était avec Angelina Jolie, le voleur d'identité, voleur de vie, quelque chose dans le genre. Pis c'est juste con parce que ça commence avec parce que ça se passe au Québec, puis ça commence avec un gros plan du château Frontenac en hélicoptère pis c'est écrit Montréal en dessous. Ouais, ça c'est classique. Quoi? Ouais. C'est vraiment, pis c'est littéralement, ça rouvre là-dessus pis là, ça passe en, tu sais, t'as l'image, tu vois le château Frontenac pis c'est écrit genre Montréal, telle date, pis t'es comme... Mais il y a quelques shows que j'ai écoutés, mettons, même il y a eu Smallville puis d'autres affaires comme ça, puis c'était ça c'est Montréal ou Québec, puis c'est juste filmé dans un bois, puis j'étais comme c'est crissement pas le Québec. Ouais, non, c'est mais ça c'est moins pire un bois. C'est mais là c'est ta château Frontenac, tu sais, c'est comme si tu dirais la Tour Eiffel est à Londres. Whatever, c'est ça, tu sais. Mais c'est ça, moi je pense que c'est pour ça qu'on est fucking complexé, tu sais, on est gêné de faire des histoires qui se passent dans nos univers parce que Chris, les Américains arrêtent pas de massacrer nos sont comme, même si les autres nous prennent pas au sérieux, pourquoi nous autres on se prendra au sérieux? Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup le fait il reste des débris de ça dans notre société du fait qu'on est né pour un petit pain. Ouais, moi je qu'on n'a pas le droit c'est un gros débat, là. Ouais, comme le fait qu'à chaque fois quelqu'un qui a du succès, on est comme ouais, c'est ça, ils ont pas le droit au Québec de réussir. Non, il faut surtout. Puis quand Montréal est nommé, c'est un espèce de hub de criminels, tu sais, c'est comme tu sais, j'écoute bien malgré moi Riverdale, tu sais, puis c'est comme le mal est à Montréal. Puis à chaque fois qu'ils disent ça, je suis comme moi aussi ça m'a marqué cette bout là. Ouais, avec le père là, de l'autre, le Serpent, là. Ouais. Ben, tu sais, au moins, on est nommé, mais tu sais, pas pour les bonnes raisons. C'est ça, là. Ah, ben, c'est comme aussi, même dans Twin Peaks aussi, quand tu as les bordures du Canada, puis c'est le Jack, le One-Eye Jack, là, qui est tu regardes South Park, là. On est vraiment considérés comme des imbéciles. Ah oui, ici, au Québec, il y a juste des clowns, des mimes, puis des gens avec des bérets, puis des pains baguettes en dessous des bras. Non, on est vraiment pris pour des imbéciles. Mais il y a certaines affaires qu'on n'est pas dépeint si mal que ça, genre Fallout. Sinon, dans des trucs un peu post-apo, là, le Canada, il est survécu pis tout. Il y a seulement dans Rift, à un moment donné, il y a une guerre nucléaire, puis le Canada, il est comme, c'est la seule place au monde où c'est encore vivable, puis même dans... Handmaid's Tale, c'est ça aussi. Day of the Dead ou Dawn of the Dead, tout le monde se sauve au Canada. Non, mais dans toutes les séries comme ça, c'est quand ça chie aux États-Unis, le monde monte au Canada. Pis c'est cool. Ils se souviennent de la guerre des sécessions, C'est que c'est le seul moment qu'on est cool, c'est dans des affaires post-apo, là, on est vraiment nice, mais le reste du temps, on est des truands, genre, ça n'a pas de sens. Ben, dans Deus Ex, il y a un level qui est à Montréal, pis t'as le stade olympique qui est au milieu du centre-ville, ce qui fait absolument pas de sens, mais rendu là, t'es pardonne, tu sais. Au moins, il est dans Montréal. C'est ça, il y a des bouts qu'on reconnaît, tu reconnais une couple de buildings, mais tu sais, ça a été twisté par une gang de concept artists, là. Les jeunes d'ici, en plus, là. Ouais, c'est ça. Ils ont sûrement juste fait ça pour. Ouais. Faut que ça flash. Ouais, le stade, il est quand même reconnu, ils voulaient le montrer, là. Oh, en plus, on le voit d'ici. Ben oui. L'araignée géante, que j'appelle. Je vois juste une araignée géante qui lance ses toiles, Moi, je l'ai d'en face depuis que je suis petite. C'est comme je le vois même plus. Puis moi, je viens tellement pas de Montréal que je vois je vais à Montréal, je suis comme, waouh! Je trouve que c'est un beau building, pareil. Moi aussi, je trouve que c'est un beau building. Le monde chiale beaucoup contre, c'est sûr. On dirait que il y a une mauvaise image à cause d'histoire qu'on le paye encore ou whatever. Là, mais c'est un trip d'architecte, ça. C'est un trip d'architecte. Quand tu te tiens au pied de la tour, là, c'est comme tous les angles, il y a rien qui fait du sens, tu sais, puis c'est vraiment beau, là. Ben, même de haut, moi, j'avais été à Québec en avion. Tu sais, tu vois tout Montréal d'en haut, là, puis c'était le soir, c'était vraiment écœurant, mais tu voyais le stade dans le fond. Puis on dirait que ça venait tout venir chercher comme tout l'aspect Montréal. C'est parce que c'est quand même assez gros pis c'est vide autour à cause du parc pis tout. Tu sais, ça se voit d'en haut que tu me dirais, tu vis le Centre Bell, pis je dis, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dans la lumière. Non, le Centre Bell, il est ordinaire, là. Ouais, mais de haut, là, je trouve que le stade, c'est vraiment beau, là.
Toi, si tu dessinerais le stade, tu dessinerais comment? Une grosse araignée qui... Une grosse araignée. C'est ça. L'araignée. À Québec, quand j'habitais à Québec, j'avais la tour de la Banque nationale avec l'autre à côté, qui c'était un robot géant avec son robot chat. OK. Et maintenant, j'ai mon araignée géante qui va dévorer toute la ville, là. Le building va un jour se réveiller et envahir la ville. T'anthropomorphises les buildings. C'est ça. Ah, mais à Québec, c'était assez spécial. C'était à tous les soirs, j'allais dehors, je sais comme, salut robot. Il y avait tout le temps juste un étage allumé, puis c'était sa bouche, puis... Mais je pense que tout le monde a son petit... C'est quel building à Québec? La Banque nationale, mais vu de la base ville. Je pense qu'à chaque fois qu'on arrive dans une ville, on trouve quelque chose. Parce qu'exemple, moi, la première fois que j'étais allée à Montréal, les pigeons m'ont tellement traumatisé qu'à chaque fois qu'ils bougeaient à la tête, je disais qu'il y avait des lasers qui sortaient des yeux. Hey, ça serait la fin du monde, là. On mourrait tous. La fin du monde, là. Revanche des oiseaux, là. Hey, c'est vrai. Puis il y en a partout, des hosties de pigeons. Pas de pigeons ailleurs? Non? Ouais, mais pas... Mais pas autant, sérieux, là? Parce que moi, je viens de Lac-Saint-Jean, puis moi, tout, c'est vrai que ça m'a marqué. Juste de marcher à un moment donné, je me rappelle, je marchais dans un parc, puis il y avait comme 200 pigeons à terre, puis ils faisaient un rond autour de moi au fur et à mesure que j'avance, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? À Valleyfield, c'est les mouettes. Ici, c'est les pigeons. Ouais, mais tu sais, il y en a pas partout des mouettes. Il y en a genre un parking dans la ville, là, c'est pas super, là. Mais écoute, ici, là, on dirait, c'est l'invasion. Pas les mouettes, les goélands. Ouais. Hein? Non, des mouettes. C'est des goélands. C'est des goélands. C'est ça. C'est la même chose? Ouais. Non, c'est deux espèces différentes. Ok. Ah, parce que par chez nous autres, c'était des goélands. C'est des... Non. Mais à Valleyfield, c'est des goélands ou des mouettes? C'est des goélands. On appelle ça des mouettes, mais c'est pas des mouettes, c'est des Ça, goélands. il me semble que c'est ça. Mouette, c'est Ben, plus- moi, c'est comme un jargon, en fait, je pense. Ouais, c'est moi, une c'est un jargon. appellation. Ouais, moi, c'est c'est ça. yep. C'est la même chose, mais le vrai mot, c'est les Ok. goélands. Ben, je peux C'est deux espèces qu'on différentes. à dire Ok, des non, mouettes. C'est ok, je correct, suis c'est perdu, correct, là. là. C'est comme dire Ouais, oiseau. sorry, puis je moineau. tripais ces oiseaux au primaire, là. Ah, Ah. T'avais beaucoup d'amis, hein. Ouais, non, vraiment. Alors, sinon, ça change tout. Du PFK, c'est de la marde de mouette. Fait que... Ah, c'est de la... Ouais, ok. C'est ça qu'on dit. Moi, je peux me Ben, nous autres, parce que mon père, quand j'étais jeune, était comme, Au PFK, Emilio, je dis juste que c'est de la marde. Violette, exemple, va me chercher de la mouette. Fait qu'on savait que c'était du PFK parce que c'est des petits Ben, ça, c'est poulets. peut-être dans ta Je famille. déteste là, le mais- PFK, c'est dégueulasse. Une fois par année, c'est bon. Ça Eh fait- boy, ça la dernière fait- fois, ça fait genre 6 ans, je pense, j'en ai mangé, puis avant ça faisait genre 10 ans. Moi, ça fait 21 ans. Pas vrai? Je me souviens de la dernière fois, ouais. Moi, j'en mange une fois par année avec mon papa. Moi, je vais, puis c'est gastro. Ben, pas gastro, mais c'est diarrhée automatique, là. Ah ouais? Ah ouais. Eh ben. Hey, on en apprend-tu des affaires? Ouais. Moi, j'aime la salade de macaroni là-bas. Elle est bonne. Oh. Elle doit être pleine de Elle flash dans le noir. Non, ça, c'est la salade de chou. Mais c'est ça, je voulais dire. Elle est verte lime. C'est ridicule. Excusez. On est vraiment rendu. La seule place où on peut manger de la sauce à fourchette. Elle est bonne, leur sauce, ok? Elle est grasse as fuck. En tout cas, bon, ben. Ça pourrait faire ça pourrait faire un méchant de BD, ça. La sauce du PFK. Non, pas la sauce, mais la bouffe en tant que telle. T'as quelqu'un qui Moi, je ferais un qui golem est jamais de dans la bouffe sauce. On dit, tu fais une grosse film Avec la tête de Colonel Mais la Sanders. sauce, c'est une Cousue cousue, là, dessus, puis genre. elle te pogne, puis elle te mange, là, elle te dissout à l'intérieur. Arrête, à chaque fois que je vais au PFK, je mange une poutine en plus, juste pour être sûr d'avoir assez de sauce. Hey, vous me donnez faim en passant. Ouais. Ouais, vraiment, là. On dirait qu'on est rendu à un trip de bouffe à la fin. En plus, c'est Michel, depuis tantôt, que c'est son truc électronique qui puff dedans. Fait que là, on dirait qu'on est tous battés pis on parle juste de McDo pis de PFK pendant une heure. On m'entend-tu fumer Ouais, un peu, Mais c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. On a déjà entendu des bangs aussi, on enregistre. Ah, ok. C'est ça, fait que, tu sais, on est bien... Je vais le faire, Colin je vais le avoir faire su. bien proche, là. Voilà. Fait que, je pense qu'on va clore là-dessus. Yes. Sur le PFK. Sur le PFK. Ben, Non, Je sais même pas comment est-ce qu'on est arrivé à parler de PFK. je pense De que mouette. la prochaine fois, il faut une commandite. yes. Ouais. Il y en a un juste à côté, hein. Il y en a un vraiment pas loin d'ici, là. Non, mais personne veut y aller. Non. Non. Sauf Émilie. C'est triste un PFK. Non, j'ai dit une fois par année. Ah, c'est ça. J'étais encore en vie, hein. J'en ai mangé cette année une fois, puis j'étais encore en vie. C'est bon. Fait que, dans le fond, on peut peut-être juste récapituler si le monde veut se procurer vos BD. Ouais. ou- Avant Noël, en plus. lesquels, Avant puis Noël. avant Noël. Ouais. ben, On va sortir l'épisode avant Noël. c'est des bonnes idées cadeaux, là, si vous voulez. Moi aussi, je trouve que c'est des bonnes idées Juste cadeaux. juste avant les fêtes. Mais vous savez c'est- qu'on peut s'y procurer. On peut se procurer l'Esprit du Camp dans la plupart des librairies, point. Mais encourager une librairie indépendante. Ouais. C'est toujours le fun. Ouais. Plutôt que le Renaud-Bré ouais, et plutôt que le autres. Renaud-Bré. Puis si vous êtes dans la région de Montréal, allez voir nos amis au Planète BD. Parce qu'ils Librairie sont- Z aussi. Librairie Z dans Hochelaga. De Dom. Parce que c'est des gens qui sont beaux et qui sentent bon. Puis qui défendent nos livres. Puis c'est la même chose pour Hiver nucléaire 1 et 2.
disponible dans les librairies spécialisées. Puis y a-t-il une possibilité d'acheter en ligne? Oui, sur le site de Lunac, il est possible d'acheter les BD et de les avoir dédicacés. Si c'est quelque chose qui je savais pas ça. Ouais, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, j'ai décidé que j'enlevais l'extra pour la dédicace parce que je fais pas des grosses dédicaces. Okay. Ça me fait plaisir de dédicacer des livres. Je suis pas si à l'argent. Mais non, mais c'est correct, tu sais, t'as le droit. Fait que sur lunac.com, il y a une belle grosse boutique en ligne, puis on ship ça à partir de Montréal. Puis ils sont bonnes pour vrai, des bonnes BD. C'est des bonnes BD. Oui, juste pour préciser, Lunac, c'est LOUNAK.com. Yes. Ben, puis nous autres, suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous où ce que vous voulez, soit sur iTunes, Google Play, RZO, Pod Québec. Puis si vous voulez nous donner un coup de main, ben on a notre PayPal et notre Patreon pour éventuellement, comme je le dis à chaque fois, éventuellement s'acheter des micros de scène et une enregistreuse pour être plus portable et éviter, je pense que ça va être le dernier épisode de tout ce qu'on mentionne, et éviter d'enregistrer dans un McDo à minuit un dimanche soir. Yeah. Yes! Merci. Bye. Merci, bye. PFK.